Dimanche 11 juillet 2021, merci de nous rejoindre au D12 de Pyramide FM. Nous entamons une série qui va être consacrée aux 30 ans de la Conférence nationale du Togo. Le jubilé de Perles va mobiliser ce mois de juillet quelques-uns des participants à cette historique conférence nationale. En réalité, il va s'agir d'un devoir de mémoire avec par moment des archives sonores tirées de la salle Fazao du 2 février. Le 8 juillet 1991, c'est le général Eyadema qui a ouvert en personne ce qui allait constituer un tournant dans la vie sociopolitique du Togo. En 20 minutes, feu le général avait planté le décor avec en toile de fond des échanges qui devaient aboutir à de nouvelles institutions et à des consultations électorales. Le Togo devait ouvrir une nouvelle page de son histoire. Selon Eyadema, je le cite, la tenue de ces assises après l'adoption de la charte des partis qui a mis fin au monopartisme traduit notre détermination à poursuivre l'ouverture politique que nous avons amorcée, à hâter le processus de démocratisation et à opérer une transition pacifique. 30 ans après cette déclaration, le processus de démocratisation suit son cours, le Togo a ses institutions. Le monopartisme est un lointain souvenir que garde-t-on de cette conférence nationale pour les uns, une conférence nationale souveraine pour les autres. Cette rencontre continue-t-elle d'impacter ou non la vie politique du Togo? Aujourd'hui, la vie politique est marquée par la série de départs de la scène d'acteurs majeurs comme le tout dernier Abbas Bonfo, ancien président de l'Assemblée nationale et chef d'État par intérim du Togo. À Lomé, puis à Kabou, des hommages officiels ont été rendus à celui qui fut un digne fils de la République. Depuis quelques mois, le Togo a perdu plusieurs de ses serviteurs, des plus illustres aux plus anonymes. Les raisons de leur départ sont sans aucun doute multiples. Les accidents de la circulation, la maladie ou tout simplement les difficultés au quotidien. Au quotidien, la vie est de plus en plus chère au Togo. Le pouvoir d'achat des masses populaires est du coup de plus en plus faible. Ce sont ces masses populaires qui veulent porter le noir toute la semaine prochaine. Le noir, signe du deuil et de la détresse. Qui sont ces femmes pyramides qui veulent manifester leur ras-le-bol dès ce lundi? Les Togolais aiment-ils tous une tenue de couleur noire? Il va sans dire que c'est le deuil avant l'heure chez certains Togolais des quartiers précaires, pour reprendre les thèmes d'un observateur. Puisque là-bas, certains Togolais vivent dans l'eau depuis quelques jours, on dirait des batraciens géants. La nouvelle saison de pluie a tout de même réussi à sauver une partie des champs de maïs de plusieurs paysans. La couleur verte s'est abondamment invitée dans les zones agricoles. Vivement, les nouvelles ignames, le blifan et autres produits de champs. Les droits socio-économiques seront ainsi sauvés. Au prochain examen périodique universel, le Togo devra une nouvelle fois répondre à ses pairs. Les droits de l'homme n'ont jamais été aussi proches. Entre le Comité des Nations Unies du mois passé et le pays de l'année prochaine, il y aura tout juste quelques mois. C'est la secrétaire du présidium de la conférence nationale, Madame Brigitte Adjamagbo-Johnson, qui est notre invitée pour lancer notre série, le D12, avec la mise en onde de Boga Koudoyon. Les numéros sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Brigitte Adjamagbo-Johnson, bonjour. Bonjour, bonjour Pierrot. Comment vous allez? Je vais très bien, je vais très bien. Vous êtes là pour un anniversaire, l'anniversaire de la conférence nationale, mais vous me disiez à l'entame de cette émission, ou quand vous rentrez en studio, qu'il y a 15 ans également, vous avez perdu votre père ou quelque chose de ce genre. C'est ça, j'ai perdu mon père et comme chacun le sait, un père c'est quand même un soutien. Et en ce 15e anniversaire de son décès, je me suis recueillie. Hein, comme je vous le disais, je venais de la messe et on va se retrouver en famille un peu pour nous souvenir. Merci beaucoup pour ce rappel. Nous allons continuer les rappels historiques puisque ce jeudi 8 juillet 2021, les Togolais se sont rappelés l'ouverture des travaux de la conférence nationale, 30 ans déjà. C'est la réaction de certains Togolais. Quelle a été votre réaction jeudi? Je dois dire, je voulais d'abord saluer les auditeurs et auditrices et vous féliciter d'avoir pris l'initiative de marquer ce 30e anniversaire de la conférence nationale souveraine. J'aurais souhaité vraiment que ensemble, dans l'union, tous les Togolais puissent marquer ce souvenir-là et se dire que de chemin avons-nous fait et fêter
les progrès en termes de démocratisation de notre pays, en termes de bien-être, parce que au fond, ce que les Togolais voulaient au début des années 90, quand ils se sont soulevés, c'est à terme faire en sorte qu'à travers la démocratie et l'état de droit, le pays soit mieux gouverné et que leurs intérêts soient mieux pris en compte, qu'il y ait le bien-être minimum dont les Togolais sont malheureusement toujours à la recherche aujourd'hui, autant que la démocratie. Vous avez parlé de processus de démocratisation qui est en cours, oui, péniblement. Nous avons entamé ce processus, mais au bout de 30 ans, où en sommes-nous? Est-ce que c'était la question? C'est avec amertume Est-ce que c'était la question que je voudrais dire que nous sommes toujours en quête de cette démocratie. C'est étonnant. Nous aurons tout le temps de parler de ce processus démocratique. Ouais. Ma question, c'est jeudi, par exemple, quand vous êtes réveillé, est-ce que vous êtes surpris que 30 ans sont déjà passés? Oui, oui, on est surpris tellement nous sommes encore dans l'action, nous sommes toujours dans l'action en train de nous battre pour quelque chose que nous n'avons pas eu. Et c'est vraiment avec beaucoup d'amertume qu'on se dit, on ne l'a pas encore eu. Et pourtant, ce que nous demandons, c'est quelque chose de légitime, quelque chose de profitable pour tout le monde, quelque chose qui est censé concourir à un mieux vivre ensemble. La conférence, il faut le rappeler, a démarré effectivement le 8 juillet 1991 à Lomé. Et cette conférence avait été ouverte par le général Eyadema, chef de l'État à cette époque. Mais la question qu'on peut se poser pour ce qui concerne la jeune génération, qu'est-ce qui avait nécessité une conférence nationale? Ce qui avait nécessité cette conférence, c'est que les Togolais s'étaient retrouvés à la fin des années 80, au début des années 90, dans une situation de désolation totale. Aujourd'hui, c'est curieux, on parle de vie chère, mais au fond, quand vous analysez la situation sur le plan social dans laquelle les Togolais se trouvent aujourd'hui, où il se pose des problèmes d'emploi, les jeunes sont sans emploi, le chômage est important, l'économie ne fonctionne pas véritablement, les populations ont du mal à subvenir à leurs besoins, à se soigner, à prendre 3 repas au quotidien. Et je ne le dis pas pour m'amuser, Pierrot, parce que j'ai fait le marché pas plus tard qu'hier et je voulais acheter des tomates, rien que des tomates. Vous auriez vu le petit panier de l'ordre d'une tasse dans lequel on a disposé des tomates pour 1000 francs. Combien de Togolais sont en mesure d'en acheter pour leur repas quotidien? Mais c'est ce qui s'est passé hier au marché en 1991. Est-ce que ce que vous décrivez là ressemblait un peu à ce qui s'est passé en 91? Oui, c'est exactement la situation. Les familles avaient du mal à survivre. Et il fallait y ajouter aussi les violations massives de droits de l'homme. Et comme par hasard, nous retrouvons encore cette situation aujourd'hui où vous avez des détenus politiques, une centaine de détenus politiques. Vous avez des détenus de droit commun qui se retrouvent en situation vraiment peu enviable et de déshumanité, je devrais dire. Vous parlez de 2021.
Je parle de 2021 retournons, et ça ressemble. Oui, retournons un peu à 1991. Oui. Nous parlerons de 2021 sans doute, madame. Oui. Mais remontons l'histoire. En 1991, ce que vous décrivez, les difficultés économiques, les difficultés de l'État, est-ce que ce n'est pas beaucoup plus le Bénin qui avait en ce moment imaginé la conférence nationale? Non. Le Togo s'en sortait relativement mieux à cette époque. Non. Attention. Au Togo, on ressentait les mêmes difficultés sur le plan économique et social. Souvenez-vous, c'était suite au programme d'ajustement structurel qui ont été mis en place et à travers lesquels l'État avait mis fin au recrutement dans la fonction publique. Il y a eu des privatisations, il y a eu beaucoup de licenciements, beaucoup de chefs de famille se sont retrouvés à la maison sans emploi, à la charge des seules femmes qui n'ont d'ailleurs pas manqué de participer au mouvement de revendication en se disant assez c'est assez, nous souffrons déjà, mais en plus nos enfants, nos jeunes, vous les poursuivez à l'université, vous les arrêtez, hein, et c'était une situation invivable. Et c'est de la même manière qu'aujourd'hui. Nous parlerons d'aujourd'hui, madame. Retournons toujours en 1991. Ce que vous décrivez, moi je me rappelle, en 1991, un certain nombre d'étudiants béninois ou d'élèves du Bénin venaient plutôt étudier à Lomé parce qu'à Lomé, relativement, il y avait un mieux-être qu'à Cotonou, par exemple. Oui, mais attendez, je parle de la situation telle que les Togolais l'ont ressentie. Je ne sais pas quel âge vous aviez à l'époque, mais c'est exactement ce qui se passait que je viens de décrire. Beaucoup de chômage, beaucoup de licenciements, des jeunes qui sont sans emploi, hein? Et des familles qui ont du mal à vivre. Et il y avait une situation de terreur. Vous ne pouviez même pas discuter de la situation politique de votre pays sans risquer d'être arrêté. C'était devenu invivable. Un climat de délation qui était entretenu, pas de liberté d'expression et tout. Mais il faut dire que nous étions au début des années 90. Ce que vous décrivez n'est pas propre au Togo, puisque beaucoup de pays africains à cette époque avaient les partis uniques. Oui. Et ce que vous décrivez, c'est propre relativement au parti unique. Mais la conférence nationale, le thème conférence nationale, ce thème a été inventé par les Béninois. Je vous l'accorde. Oui. Je vous l'accorde. Et donc, il fallait trouver un moyen de créer un nouveau consensus. Et effectivement, c'est le Bénin qui a expérimenté la conférence nationale et nous nous sommes dit à l'époque, les acteurs, les premiers responsables du mouvement se sont dit pourquoi ne pas nous inspirer de l'expérience du Bénin qui a porté ses fruits. C'est vrai que le Bénin avait quelques mois auparavant organisé sa conférence nationale, mais avant la conférence nationale au Togo, on parlait plutôt d'un forum national, n'est-ce pas? Oui, il y a eu cette divergence-là de point de vue entre acteurs, mais finalement, la majorité a pensé que la formule de conférence nationale était plus appropriée à la situation parce que c'est censé permettre de dégager un consensus, d'aboutir à des décisions qui vont s'imposer par la suite à tous et que les acteurs de la transition qui allaient suivre seraient tenus d'appliquer. Tandis qu'un forum, c'est un forum. On discute, on échange, on parle beaucoup et puis il n'y a rien qui engage véritablement.
Mais est-ce que les accords qui avaient conduit au final à la tenue de cette conférence, est-ce que ces accords-là ne prévoyaient pas plutôt la tenue d'un forum? Non, non. Une conférence? C'était bien une conférence. C'était bien une conférence. Vous êtes aligné. Et la conférence a déclaré, a proclamé la souveraineté. Vous êtes aligné sur le modèle béninois parce qu'à cette époque, il n'y avait pas un autre modèle. Et avec le recul, est-ce que vous vous êtes dit qu'il fallait que le Togo inventât lui-même sa voix, par exemple? Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça parce que je ne vois pas ce qu'il y a de particulier au Togo et qui nous aurait conduit à faire autre chose. Est-ce qu'avec le recul, vous voulez dire que malgré la conférence, malgré les décisions qui ont été prises, la situation, enfin la démocratie que nous voulions et la gouvernance que nous voulions n'ont pas été au rendez-vous? Si c'est ça que vous voulez dire, je suis d'accord avec vous, mais ça renvoie à un problème de fond. C'est celui de savoir est-ce que tous les acteurs, les protagonistes avaient véritablement adhéré à ce projet de démocratie. Aujourd'hui encore, on se pose des questions. Au Togo, si on a autant de mal, il nous apparaît évident que il y a une classe politique minoritaire qui n'adhère pas à ce projet de démocratie que partage la majorité des Togolais, mais qui malheureusement use de différents moyens, la force militaire, les ressources du pays, pour ne mentionner que ça, pour empêcher qu'on entre véritablement en démocratie. Et c'est une erreur d'appréciation. Au final, il y a eu parce que la démocratie on parlera, madame, de la sera profitable. On parlera de la démocratie qui sera profitable à tout le monde, puisque quand on va écouter le général Eyadema dans un instant, lui aussi il était partant pour que le Togo puisse entrer dans un processus démocratique. Mais dans le même temps, à cette époque-là, est-ce qu'il ne vous mettait pas un peu en garde contre ce qui ressemble à un civisme? Parce que c'est la mode, la tenue des conférences nationales. Je rappelle qu'on en a eu au Bénin, mais également en Afrique centrale, au Congo par exemple. Mais attendez, Pierrot, de quoi vous parlez? Mais à un moment donné, les Togolais ont exprimé leur aspiration profonde à vivre en démocratie. Et les Togolais sont souverains. Les Togolais voulaient vivre une autre expérience. Les Togolais ont voulu donner une autre orientation à leur société, ne voulaient plus du parti unique avec tout ce qu'il avait d'impact négatif sur leur vécu au quotidien et sur l'avancement du Togo. Et aujourd'hui, l'immense majorité des Togolais restent convaincus que nous devons continuer notre marche vers cette démocratie qui est à ce jour la meilleure forme d'organisation politique des sociétés qui a donné des résultats. Nous étions Donc il n'y a pas à regretter quoi que ce soit. Nous étions le 8 juillet 1991. La conférence devait s'ouvrir et elle s'est ouverte au Palais des Congrès de Lomé, n'est-ce pas? Au Palais des Congrès de Lomé, le général Eyadema avait prononcé le discours d'ouverture de cette conférence nationale. Nous allons retourner dans ce passé-là et écouter un extrait de ce discours. Nous voici réunis dans le cadre de la conférence nationale, à la fois pour échanger nos idées sur la vie politique, économique, sociale et culturelle de notre pays, proposer des institutions nouvelles
devant désormais régir la nation et arrêter d'un commun accord le calendrier pour les prochaines élections. Pendant plus de 21 ans, le RPT était donc le seul cadre où se décidaient les grandes options politiques et socio-économiques du pays. La conférence nationale de ce jour, où les représentants de toutes les forces vives et de toutes les sensibilités politiques de notre pays peuvent exprimer leurs idées et leurs vues, est la manifestation la plus tangible de notre ferme volonté d'ouvrir ensemble une nouvelle page de l'histoire de notre nation afin de préparer aux générations présentes et futures la société plus libre, plus démocratique et plus prospère à laquelle aspirent si ardemment nos populations. C'était Palais des Congrès de Lomé, l'actuel Palais des Congrès de Lomé, la maison du parti, la maison du Rassemblement du peuple togolais. À cette époque, le 8 juillet 1991, on vient d'écouter un extrait de l'intervention du général Eyadema. Vous étiez dans la salle? Bien sûr. Vous étiez donc dans cette salle. Quel était votre ressenti ce jour en écoutant ce discours? Mais nous avions tous conscience de vivre des moments historiques, pleins d'espoir. Et on ne pouvait pas se douter qu'il y aurait des difficultés en avant. Et ce que je peux dire aussi, c'était quelque chose d'incroyable, quoi, que d'entendre le général Eyadema parler de liberté, de démocratie, acceptant qu'il y ait de nouvelles institutions pour régir la vie publique, mais on vivait une révolution. On vivait une révolution et on se demandait comment on a fait pour réussir. Et en tout cas, nous avions beaucoup d'espoir. Donc sa seule présence était pour vous une réussite? Bien sûr, c'était pas évident. C'était pas évident que dans ce contexte-là, le général Eyadema, qui a tenu le pays de main de fer, puisse accepter d'un seul coup, comme il a dit, que le parti RPT, parti unique, ne soit plus le seul cadre où se discutent les problèmes du pays. Moi, je pense qu'il faut lui reconnaître beaucoup de courage, hein, d'avoir enfin cédé sous la pression populaire, il faut le dire. C'est la pression populaire qui l'a amené à céder. Et les Togolais avaient le sentiment d'avoir réalisé quelque chose de grandiose, de s'être libérés enfin. Et encore une fois, personne n'aurait cru que 30 ans après que nous nous sentions encore étouffés, qu'on vive une situation où nos libertés fondamentales soient confisquées et où la liberté d'expression soit de plus en plus menacée. C'est terrible. C'est terrible le recul. Oui, le général, on l'a écouté, mais vous semblez dire qu'il était relativement forcé pour prendre ce type de position. Donc, c'est relativement à contre-cœur qu'il se prononçait. Oui, à contre-cœur, mais on pouvait penser aussi quand même qu'un homme d'État, un homme aimant son pays, qui se résolve à se dire finalement, c'est ce qui est bon pour mon peuple, allons-y. Je pose la question parce que dans le déroulé de la conférence nationale, on peut se poser la même question venant des milieux liés à l'opposition. Est-ce que vous étiez, vous aussi, après cette ouverture,
Est-ce que vous êtes rentré de manière sincère dans cette conférence? Ah, bien sûr, de manière sincère, comment chacun était rentré déterminé à apporter sa pierre à ce qui allait se construire. Mais ce que je peux dire, c'est que après s'être organisé pour parler d'une seule voix, mener le combat d'une seule voix, avec le recul, ce que je peux dire, c'est qu'on avait commis, les forces démocratiques avaient commis une erreur fondamentale. C'était de croire que dès lors qu'on avait obtenu la conférence nationale et qu'on allait y entrer, eh bien, il n'y avait plus de danger, plus besoin de rester unis. Chacun peut y aller de son côté à la faveur de la liberté d'association retrouvée et du multipartisme qui s'était décrété. Eh bien, on avait assisté rapidement à la naissance de partis politiques dirigés par des acteurs qui, quelques jours avant, étaient encore dans un front pour parler d'une seule voix. Mais comment est-ce qu'on peut commettre de telles erreurs? En entrant dans la conférence, par exemple, vous avez dit que vous étiez unis relativement, et vos positions ont sans doute forcé la main au régime en place. Mais très vite, on a écouté une phrase qui est restée célèbre. Les gens l'ont encore rappelé cette semaine, venant des milieux proches ou des milieux de la CDPA. Les accords n'engagent que les signataires. En réalité, est-ce que ce n'était pas la pierre sur laquelle finalement s'est fracassée la conférence? C'est vrai que ce problème a été soulevé, mais en réalité, ce n'est que du droit qui a été énoncé. C'est du droit qui a été énoncé. Il y a des acteurs qui ont négocié pour obtenir l'ouverture de la conférence nationale souveraine. Mais ces acteurs-là n'étaient pas au-dessus des représentants des forces vives de la nation qui étaient censés parler au nom de toute la nation. Et donc, à partir du moment où la conférence était ouverte, eh bien, et d'ailleurs, à un moment donné, la souveraineté a été proclamée. Et les délégués étaient libres de discuter, d'échanger entre eux et d'arriver à un consensus qui s'imposerait désormais à tout le monde. Je pense que ce qu'il y a eu, il y avait très vite une certaine crainte dès le lendemain. On se demandait qu'allons-nous devenir, je veux dire les tenants du régime du parti unique se demandaient qu'allons-nous devenir, surtout qu'il y a eu effectivement dans la salle une tendance chez les délégués à s'exprimer comme ils voulaient, et on peut le dire, il y avait un problème d'autodiscipline que tout le monde a regretté, et je crois, je peux vous dire que j'ai eu à en faire les frais aussi. Et tenez, il y a une anecdote que j'aimerais raconter, c'est lorsque, à un moment donné, vous avez dit tout à l'heure que j'étais secrétaire du présidium. Non, en fait, j'étais membre du bureau provisoire qui a conduit les travaux jusqu'à l'adoption des textes qui allaient régir la conférence, je veux dire le règlement intérieur, après avoir procédé à la vérification des mandats, et qui a organisé les élections pour installer le bureau définitif de la conférence. Et ce bureau provisoire, selon ce qui avait été convenu, devait être dirigé par le plus âgé des délégués. Et
C'est ainsi que j'ai eu l'agréable honneur de travailler avec Monsieur Namoro Karamoko, ancien ministre de Sylvanus Olympio, un monsieur vraiment adorable. Et malheureusement, il était très fatigué déjà à l'époque. Moi, j'étais rapporteur de ce bureau. Et donc, très rapidement, j'ai senti la nécessité de l'aider un peu à gérer, surtout que la salle était difficile à contenir. Et donc, je reconnais que je dirigeais pratiquement les discussions, mais à un moment donné, je me suis fait gronder très sévèrement par un délégué qui m'a rappelé que je ne devais pas prendre la place du président, hein, je n'étais que rapporteur. Mais ça a été fait de manière tellement désagréable que si vous n'aviez pas le sens du devoir, vous auriez dit, bon, ben, écoutez, je laisse le président faire, mais ça aurait donné quoi? Alors, j'ai dû imaginer, c'est là que j'ai dû imaginer l'astuce pour, à chaque fois que j'intervenais, que je devais réagir à la place du président, dire, monsieur le délégué, le président me charge de... Mais j'ai dû remettre aussi ce délégué très gentiment à sa place. Tout ça pour vous dire que... C'était pas facile. C'était pas facile et ça pouvait se comprendre. On avait pendant des années été privés de liberté d'expression. Les Togolais en avaient accumulé. Ils en avaient accumulé. Donc ils ont commencé par défouler. On était carrément dans le défoulement. Il fallait passer par là pour justement permettre de retrouver une certaine sérénité et de construire quelque chose qui allait nous permettre de vivre ensemble. C'est ce que le bureau de la conférence... Monsieur le délégué, monsieur le président me charge de dire, oui, c'est vrai que cette phrase ou ce type de phrases sont restées célèbres et qui collent à la conférence nationale. Mais à cette époque, vous étiez déjà à la CDPA et vous étiez à la conférence à quel titre? J'étais à la CDPA. J'étais à la CDPA parce que je suis membre fondateur de la CDPA et j'étais membre de la CDPA clandestine. Vous savez que nous avons toute une histoire de clandestinité à la CDPA. Et malgré cette appartenance-là, j'avais aussi avec des collègues avec lesquels on partageait la même vision, créer une association non-violence et démocratie pour apporter aussi notre contribution à cette nouvelle société démocratique qui se construisait. Et donc, j'étais à la conférence en tant que délégué de non-violence et démocratie. C'est vrai. Présidé par Larry Antoine Kango. À l'époque. Sur la représentation des délégués à cette conférence nationale, il y a toujours un certain nombre de prises de position. Certains n'étaient pas d'accord avec la façon dont c'était fait à cette époque. Vous, par exemple, vous avez dû trouver une association pour vous faire représenter ou pour être à la conférence nationale. La représentation, puisque c'est une conférence nationale, est-ce que cela aussi n'a pas joué un peu sur le succès ou non au sortir de cette conférence? Je ne sais pas ce qui est reproché à cette représentation, mais il était question de faire en sorte que toutes les forces vives de la nation soient représentées et que la société civile aussi soit représentée. Alors je ne sais pas ce qu'on peut reprocher à cette représentation-là. Vous savez très bien que notre pays sortait d'une situation politique donnée
Et puis, les questions ethniques, régionalistes étaient des questions assez importantes. Et certains continuent de ne pas croire que certaines parties du pays étaient largement représentées, alors que d'autres parties étaient presque absentes. Ce déséquilibre-là, est-ce qu'il n'est pas réel? Ce que je vous dirais, c'est que tous les Togolais, du nord au sud, aspiraient et continuent d'aspirer à vivre libre. Cette société libre-là, dont le général Eyadema a parlé. Mais c'est une aspiration légitime et humaine. Ce n'est pas une question d'ethnie. Et vous auriez voulu une représentation sur une base ethnique, alors que nous sommes en République. C'est une vision que je ne partage pas du tout. C'est une vision que je ne partage pas du tout. Je vous ai dit tantôt, moi j'étais à la conférence en tant que délégué d'une association qui est dirigée par un collègue et ami du Nord, Larry-Antoine Kago. Il n'est pas du Sud. Et moi, je suis des plateaux. Alors, je vois vraiment pas. C'est un faux problème. C'est des problèmes qui ont été soulevés par des acteurs qui étaient peut-être mal à l'aise. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas cacher. Le défi tout le long de la conférence a été de se dire comment faire pour que tous les protagonistes jouent le jeu. Et très tôt, là, ce défi s'est manifesté. Regardez la question de l'armée, par exemple. On a estimé que l'armée a toujours joué un rôle important dans la vie de la nation et qu'il fallait qu'elle soit représentée, elle aussi. Ça a été convenu, mais tout a été fait pour que finalement, l'armée ne participe pas aux discussions. Et pour moi, c'est une des choses que je regrette. Dans les détails. Jusqu'à ce jour. Et je vais vous dire, oui. je vous disais que la salle était incontrôlable. Oui, il y avait des gens qui, à un moment donné, voulaient faire en sorte que tout ce qui incarnait l'ancien régime ne soit pas dans la salle. Vous savez qu'il y a eu un long débat justement sur la légitimité du RPT, parti-État, et des délégués. Ça a été un gros problème que nous avons eu à régler en tant que bureau provisoire, alors que nous, on était juste censés conduire les travaux pour installer le bureau définitif. Mais je vous assure, pendant le contrôle des mandats, et le problème de la légitimité du RPT à se retrouver dans la salle s'est posé à un moment donné. Et on a dû former une commission de délégués dirigée par le ministre Yao Komlavi à l'époque pour aller vérifier si le RPT avait accompli les formalités administratives pour se conformer à la charte des partis politiques. Mais je vous assure, ça a été difficile d'expliquer à ceux qui ne voulaient rien entendre que les tenants du RPT avaient un rôle fondamental à jouer dans la salle. C'était un dialogue qu'il fallait avoir. On a compris, on va écouter cette salle. Et nous allons écouter en 3-4 minutes cette salle. Nous étions entre juillet et août 1991. Tout participant à la conférence nationale a le droit d'émettre son avis sur tout sujet en discussion. Point. Et qu'on crée un second article pour définir ceux qui ont le droit au vote et exclure ceux qui n'en ont pas. Merci. Bien, la proposition est enregistrée.
Maître Zoti, vous avez la parole. Oui, je voudrais intervenir dans le même sens. Voilà ma proposition concrète. Tout participant à la conférence nationale a le droit d'émettre son avis sur tout sujet en discussion. Et point, on va à la ligne, seuls les délégués peuvent prendre part au vote. Bien, il me semble que la proposition de Maître Zoti paraît intéressante. Est-ce que nous passons tout de suite, nous prenons tout de suite cette proposition en considération? Bien. Une précision, s'il vous plaît. Une précision. Une précision. Une précision à quel sujet? Au sujet de la formulation de Maître Zoti. Oui, c'est juste à cause de la modification qui a été faite à l'article 4. Puisque l'article 4 n'a en aucun cas parlé de participants, dès l'instant où nous parlions de participants, il faut placer une virgule et préciser délégué ou observateur. En d'autres termes, on dit ceci, tout participant à la conférence nationale, virgule, délégué ou observateur, virgule, ainsi de suite. C'est une précision. Est-ce que ça peut être en conformité avec la proposition de M. Apallo tout à l'heure? Bien. L'article 4, c'est une précision tout simplement. La proposition de Maître Gali semble logique. Est-ce que nous l'adoptons pour préciser un peu plus notre texte? Bien. Donc, la formulation définitive de l'article 5 serait, Maître Zoti, pouvez-vous reprendre, s'il vous plaît, la formulation? Une proposition. Plus de propositions, monsieur. Tout participant à la conférence nationale, virgule, délégué ou observateur, virgule, a le droit d'émettre son avis sur tout sujet en discussion. Point. Seuls les délégués peuvent prendre part au vote. Bien. Pourquoi seul? Ou bien, mais si vous voulez mettre, il n'y a plus point. Toutefois, seuls les délégués peuvent prendre part au vote. Non, seuls les délégués ont droit au vote. Une précision. Une précision. Est-ce que nous l'adoptons? Une précision. Seuls les délégués prennent part au vote. Les délégués prennent part au vote. Une précision, madame. Vous êtes des milliers à nous écouter. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Pyramide FM. Nous étions à la salle Fasao de l'hôtel de Février. Madame, vous êtes retrouvée sans doute 30 ans en arrière. Ouais, et vous ne pouviez pas savoir à quel point je tremblais intérieurement. C'était difficile d'emmener cette salle-là à obtenir un consensus sur ce qu'il fallait adopter. Chacun y allait du sien et était sûr d'être, de détenir la vérité, je vous assure. Mais c'est une expérience qui était salutaire. C'était salutaire. Je crois que ce qui a manqué un tout petit peu, c'est malheureusement qu'il y a eu des jeux pour que le consensus qu'on voulait ne soit pas un consensus vraiment fort. Et ça s'est vu par la suite lorsque on a commencé à remettre en cause les décisions de la conférence nationale souveraine. Nous parlerons de certaines de ces décisions, les décisions de la conférence dans un instant, et les travaux et peut-être certaines anecdotes et qui étaient les participants et les plus en vue. Le temps pour nous de commencer par insérer également les auditeurs, puisque un certain nombre de ces auditeurs étaient jeunes à cette époque. Certains avaient vécu cette conférence. Pour des questions de précision, ils peuvent toujours intervenir dans cette émission sur 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, votre nom? C'est Pélé. Pélé, comment vous allez? Oui, très bien. Pélé, vous étiez très très jeune à cette époque. Ah ouais, en août, j'avais 29 ans à l'époque. Wow.
Vous n'étiez pas très jeune. Vous étiez déjà... vous connaissez beaucoup de choses déjà. Oh, beaucoup de choses. Ok, allez-y, allez-y. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, vous parlez de... On voulait comparer la conférence. C'est le Bénin qui avait démarré la conférence. Je vais dire au Togolais que il y a des matchs qui a provoqué la conférence nationale du Bénin. Vous savez pourquoi? À l'époque, lorsqu'il y a demain au Togo, il y a demain payé le 13e mois, le Bénin était 13 mois d'arriéré, 10 mois au-delà. Et les Béninois ont compris que pourquoi notre pays voisin, si on payait le 13e mois, et que nous aurons jusqu'à aujourd'hui les 10 mois d'arriéré au-delà. Donc c'est le 7 décembre 1989 que le Bénin et les syndicats ont fait la grève pour soulever la population béninoise. Donc c'est à partir de là que Kérékou est sorti dans la ville et il a dû voir la population soulever comme il était sorti à l'époque en 2019 ici. Donc ça a été fait au Bénin et que Mathieu Kérékou a convoqué la conférence nationale. Donc, je voudrais dire que au Togo, quand la conférence nationale était arrivée, tout à l'heure, on écoutait demain un discours d'ouverture. Mais est-ce qu'il a fait le discours de la clôture? Non, il n'a pas fait. Alors que Kérékou, lui, l'avait fait. C'est là où le problème togolais a démarré. Parce que lorsqu'il demain est arrivé à faire le discours d'ouverture, il devait arriver à faire le discours de la clôture. Pourquoi il n'a pas fait? Il a amené. Il a envoyé M. Kassem Idebe qui est arrivé pour dire je lis. Et il est arrivé seulement pour lire. Donc, la conférence nationale a décrété un gouvernement de transition. Pélé, s'il vous plaît. Vous voudrez vous résumer là, parce que vous avez déjà parlé durant 3 minutes. Ce résumé là va me permettre de demander, madame, que aujourd'hui, avant d'arriver à la conférence nationale, et quand on a fait la conférence, et aujourd'hui, de la conférence nationale jusqu'à aujourd'hui, quelle a été la différence? Ce qu'on vivait avant la conférence, parce que c'est le peuple même qui dansait l'animation, c'est tout le peuple même le 7 octobre qui s'est soulevé encore. Donc, jusqu'à aujourd'hui, de Fogne à Sénégal jusqu'à aujourd'hui, quelle est la différence? Bien, merci, c'est noté pour vous, votre question. Et Pélé, merci également pour... Et tout ce que vous avez dit à l'antenne. Oui, allez-y, madame. Ben, écoutez, sa question, c'est est-ce qu'il y a une différence? En fait, il veut que vous fassiez une sorte de comparaison avec 2 époques. L'époque d'avant la conférence nationale et puis depuis la conférence nationale jusqu'à maintenant. Non, moi, je dirais qu'il y a eu beaucoup d'espoir. C'est vrai ce qu'il a relevé à la fin de la conférence, là. Le fait que le général Eyadema n'ait plus procédé lui-même à la clôture de la conférence, c'est un indicateur déjà qui augurait de lendemains difficiles. Et cela a commencé à se concrétiser déjà dès la formation du gouvernement de transition où le RPT ne voulait pas être représenté. Je me souviens, le Premier ministre Kofigo avait ce souci-là de faire en sorte que... ça c'est après la conférence. Oui, aussitôt après la conférence, il a fallu mettre en place le gouvernement de transition. Et normalement, le RPT avait sa place. Mais tout de suite, le parti a affiché une position qui était celle de se mettre à l'écart. Mais est-ce que c'est sans raison? Est-ce que c'est sans raison? Mais vous savez, même si on sortait d'une conférence où on venait de discuter pendant de longues semaines, rien n'empêchait ce parti, s'il avait encore un problème, de le poser et de discuter. Et le souci de tout le monde, c'était de faire en sorte
que la transition réussisse et qu'à la fin de cette transition, on aboutisse à des élections libres et transparentes qui installeraient des dirigeants choisis par le peuple. Et donc, on peut considérer que le temps de transition était toujours un temps où on pouvait continuer à échanger. Revenons à la question de l'auditeur. En comparant les deux époques, un peu avant la conférence nationale, le Togo, vous avez dit que c'était relativement difficile. Au sortir de la conférence jusqu'à maintenant, surtout avec Ford depuis une quinzaine d'années, est-ce que c'est les mêmes époques? Est-ce que c'est le même pays? Est-ce que c'est les mêmes démarches politiques? La différence, c'est qu'aujourd'hui, on est censé être entré en démocratie. Mais ce n'est que formellement, ce n'est qu'une démocratie de façade. Les institutions qu'on voulait mettre en place, elles ont été mises en place, mais malheureusement, elles ne fonctionnent pas comme dans une démocratie. Elles ont été verrouillées. Et je peux dire que le combat est encore plus difficile aujourd'hui, dans la mesure où vous êtes dans une configuration où au sein de la communauté internationale, et pour ceux qui ne sont pas au Togo, on a tendance à penser que tout est là. Tout est là. Le Togo est une démocratie. Vous avez du mal à faire comprendre que tout ça n'est que façade. Bien, merci. Merci. Deuxième auditeur. Après Pelé, nous allons prier ce deuxième auditeur d'être relativement bref pour qu'on puisse insérer un maximum d'auditeurs dans le direct. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'antenne, votre nom? C'est Soulé. Oui, Soulé, allez-y. Depuis Boulakane. Oui, allez-y. J'aimerais poser la question à l'invité. Est-ce que l'opposition n'est pas comptable de la situation actuelle? Bien, merci. L'opposition, est-elle dans le multipartisme ou bien elle est dans la démocratie? Bien, merci. Merci pour la question. Réponse, madame? Moi, je le comprends et c'est quelque chose que je déplore parce que on n'est pas encore en démocratie. On a le multipartisme et malheureusement, on s'aperçoit effectivement que trop d'acteurs dans l'opposition s'accrochent au multipartisme sans vraiment réaliser que le multipartisme, ce n'est pas la démocratie que les Togolais veulent. Et aussi longtemps que nous resterons dans cette vision-là, effectivement, ça posera problème à l'avancée vers la véritable démocratie. Et est-ce que c'est s'il dit que l'opposition a une part de responsabilité dans le fait que nous n'ayons pas réussi à instaurer véritablement la démocratie au Togo, à ce que nous n'ayons pas encore, je voudrais dire, réussi à instaurer la démocratie, je pense qu'il a raison. Et l'idée fait son chemin. Aujourd'hui, de plus en plus de Togolais comprennent le slogan de Tchekpo que la CDP avait lancé à l'époque. Démocratie d'abord, multipartisme ensuite. Il s'est fait qu'on s'est battu en se battant pour la démocratie. On a pensé que le multipartisme était un élément important de la démocratie, ce qui est vrai, mais on l'a obtenu et puis le régime l'a instrumentalisé et les acteurs qui sont censés représenter les forces démocratiques du changement aussi se sont malheureusement accrochés. Puisqu'on dit que la démocratie est un processus, est-ce qu'on finit de l'installer définitivement et complètement? Ah, vous avez raison. Vous avez raison que la démocratie est un processus et que d'ailleurs, même en démocratie, il ne faut pas dormir. Il faut rester vigilant. On a des vieilles démocraties dans lesquelles on sent que si on n'y prend pas garde, on peut enregistrer des reculs importants. Donc, il n'y a pas
un niveau auquel il faut arriver pour se dire, ça y est, on est au top de la démocratie, on peut dormir. Non, mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison pour ne pas installer et concrétiser véritablement les bases de la démocratie. Nous en sommes là. Bien, merci. Troisième auditeur. Allô? Bonjour. Oui, comment vous allez? Très bien, très bien. Ok. Bonjour à notre invité. Bonjour, M. Bozambo. Je vais une dame que je dois féliciter dans notre pays, le Togo. Vous avez fait maintenant, je n'ai pas encore attendu que vous avez invité quelques partis politiques. Je vous en prie, soyez comme ça. Si un parti politique a adressé à vous, il ne faut pas venir jamais sur les médias et reprocher une parti politique. Votre lutte, c'est la tenance pour les Togolais. Nous voulons notre développement et la tenance, que les Togolais mangent à son pain. Je sais que c'est votre parole de vie et votre parole pour tous les Togolais. Soyons unis, que soit lequel bord, soyons unis pour trouver une bonne démocratie et une bonne alternance au Togo pour sauver les Togolais. Nous, les Togolais, si on passe sur les médias, on croit que nous avons de l'argent acheté des crédits pour faire notre blablabla là. Donc, nous vous prions et continuez comme ça pour sauver le Togo un beau jour qui est un peu proche de nous. Donc, nous voulons que soyons unis dans l'opposition. Merci Bozambo, on a compris votre conseil à notre invité. Nous allons reparler de cette conférence et retourner dans la salle dans un instant, mais dans cette salle, il y avait à choisir un président et c'était au final Monseigneur Philippe Fankpo-Boudro qui reste curieusement présent dans l'actualité politique togolaise 30 ans après. Comment s'était-il retrouvé à la tête de cette conférence? D'abord, permettez-moi de remercier M. Bozambo pour ses précieux conseils. Et je voudrais les partager avec tous les acteurs politiques, mais avec tous les militants, tous mes compatriotes togolais qui veulent la démocratie. Nous devons faire l'effort de construire cette union, de ne pas perdre de vue l'essentiel. Alors, comment est-ce que Monseigneur s'est retrouvé à la tête de la présidence? Il a été pressenti. Et de ce que je sais, ils étaient deux. Après que le consensus a été fait, qu'il fallait qu'un religieux dirige les travaux de la conférence, il a été pressenti au même titre que le père Dovi Nanou, mais je pense qu'il y avait un pasteur aussi. Est-ce que c'était le pasteur Trima? Il y a eu des négociations qui ont été faites et puis finalement, bon... c'est lui qui a pris le dessus. Je pense que au sein un peu comme ce qui s'est fait au Bénin. Voilà, au sein même de l'Église catholique, le consensus a été fait pour que ce soit lui et Monseigneur Dovi Ndanou a participé. Le père Dovi Ndanou. Le père Dovi Ndanou a participé à ce consensus-là aussi. Bien, allô? Et je pense que ce qui a joué aussi, c'était son parcours. C'était son parcours. Vous savez que c'est quelqu'un qui a toujours eu maille à partir avec... Retenez la suite de votre réponse. Un auditeur est en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Vous êtes ici à l'antenne, votre nom? Quel est votre nom? C'est Daniel de. Oui, allez-y. Oui, merci. Oui, notre invité nous l'a connu vraiment électoraliste. Les Togolais la suivent de près. Mais elle a fait une demande sur une sortie de la conférence du gouvernement. On a constaté une future au sein de l'opposition. Cette future est là jusqu'à aujourd'hui. Et dans ces jours
j'attends des proches, des personnes très respectées de l'opposition qui reprenaient la violence avec des termes atténués et très fermes. Et qui étaient donc peut-être le sommet du but dans la conscience des Togolais. Voilà. Mais maintenant, il y a aussi deux concepts, les concepts du développement des institutions et les concepts de la cogestion. Et j'aimerais savoir auprès donc des ministres invités quelle est son appréciation sur les deux concepts que M. Galia Gbon. Bien, merci. J'ai pas. Si oui, vous, en fait, j'ai eu du mal à suivre. Oui, en fait, il revient sur deux concepts qui étaient chers à M. Yavia Bouibo. Personnellement, il était l'un des artisans également de cette conférence sur la notion de la cogestion, puis plus tard sur le déverrouillage des institutions. En réalité, ce n'étaient pas des concepts qui étaient au cœur de la conférence. Ce sont des concepts qu'il a portés par la suite. Il veut, cet auditeur, que vous réagissez. C'est face aux difficultés que nous avons rencontrées. Et que à des moments précis de notre cheminement, Maître Agboibo a eu à proposer ces concepts-là. Bon, qu'est-ce qu'il voulait dire par la cogestion? Je suppose que ce qu'il préconisait, c'est que le pays puisse être géré comme il y avait des difficultés à accepter l'alternance. Normalement, dès l'instant où on est en démocratie, eh bien, les règles d'accession au pouvoir sont connues. On organise des élections démocratiques et transparentes. Au terme de ces élections, la majorité qui s'est dégagée accède au pouvoir, gère le pouvoir et, eh bien, s'il le fait bien, eh bien, il est reconduit. Mais si les Togolais, les citoyens estiment que son bilan n'est pas positif, eh bien, ils votent pour quelqu'un d'autre. Il y a alternance. Et cette alternance-là est importante pour toute démocratie. Je ne sais plus qui disait la dernière fois que ça permet aux démocraties de respirer. Et on ne peut pas avoir de démocratie sans alternance. Donc c'est face aux difficultés à faire accepter le principe d'alternance par les tenants du pouvoir que, bon, à défaut, il a fini par proposer cette formule-là, mais que le pouvoir soit co-géré par les partis politiques, plusieurs partis politiques d'obédience différentes, ça ne peut être qu'une solution, un palliatif aux difficultés que nous avons à faire fonctionner la démocratie. Et le verrouillage et le déverrouillage des institutions, oui, il l'a proposé, il en a parlé aussi en constatant l'instrumentalisation qui est faite jusqu'à présent des institutions de la République. Donc, pour vous, ce sont des concepts qui ne jouent pas leur rôle. Ce sont des concepts, selon vous, qui restent d'actualité. Oui, c'est des concepts bien, merci. qui restent d'actualité. Mais merci. Retournons à cette conférence nationale, puisque votre voix a marqué cette conférence. On a parlé tantôt de Monseigneur Philippe Fanko Podro également. Mais il y a sans doute d'autres voix qui ont marqué cette conférence. Est-ce que, comme ça, à l'idée, quelles sont ces voix-là que vous pouvez nous citer? Pas dans l'ordre. Je pense que il y a les voix des Togolais de la diaspora qui, enfin, pouvaient rentrer chez eux et qui pouvaient légitimement participer aux discussions qui allaient se tenir sur le futur de leur pays. Et je crois que ils font partie de ceux qui ont marqué véritablement la conférence. Est-ce que vous citez des noms? Ah ben, il y a Claude Améganvi, il y a Folie Antoine, il y a Brigitte Améganvi,
Tavio Amorin, le regretté Tavio Amorin, qui faisait vraiment partie des jeunes qui ont marqué cette conférence-là. Et c'est une perte, une véritable perte pour le Togo qu'il ne soit plus là aujourd'hui. Je pense que si Tavio Amorin était resté en vie, la lutte de l'opposition aurait eu une autre... Est-ce qu'on ne dirait pas la même chose si d'autres également avaient perdu la vie entre-temps? Il est devenu, c'était véritablement une icône pour les jeunes. Tellement il frappait par sa détermination, la pertinence de ses analyses, une certaine impertinence que j'aimais beaucoup, parce que l'impertinence a quelque chose de positif. C'est quand on en abuse que ça devient vilain. Ça devient vraiment... Vous parlez d'impertinence, certains parlent d'euphorie carrément. Est-ce que quelque part, ces concepts n'ont pas, à un moment donné, agacé dans certains milieux, notamment les tenants du pouvoir? Oui, mais il fallait, on est une société, et il y a un peu de tout dans cette société, et tout le monde avait le droit de parler, comme le général Eyadema l'a dit lui-même. Donc, c'est une manière... je crois que la question qui se posait était de savoir est-ce que nous étions prêts à nous supporter. Parce que c'était pas, on n'y était pas pour nous asseoir et nous apprécier dans nos propos. Mais c'était évident que cette conférence-là n'allait pas être une partie de plaisir, mais que ça allait être un haut lieu de confrontation d'idées. Mais ce qu'il fallait, c'est qu'on s'en arrête là et que chacun veuille jouer le jeu, que chacun fasse preuve d'ouverture. C'est ce qui a manqué. Mais je crois qu'il y a eu aussi beaucoup de naïveté quelque part, parce que pour certains acteurs, il suffisait de dire, il fallait faire accepter et ça allait se faire. Ce qui était incompréhensible, c'est quand même que le Bénin venait de finir sa conférence. Vous aviez par exemple pris le nom de la conférence nationale, vous avez mis à la tête un évêque. Il fallait juste également peut-être user de la sagesse des Béninois et peut-être que les résultats allaient être beaucoup plus positifs. Les acteurs ne sont pas les mêmes. Les acteurs ne sont pas les mêmes, et surtout ceux qui devaient jouer un rôle fondamental. Un auditeur l'a dit, je pense, hein, le général Eyadema n'était pas le président Mathieu Kérékou. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre, on est des tempéraments différents, on n'a pas forcément les mêmes visions. Voilà. On va retourner au téléphone avec les auditeurs. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Commis. De Zanguera? Affirmatif. Ok, allez-y. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Commis. Il y avait un slogan phare de la période démocratie d'abord, multipartisme après. Je pense que ce slogan vient de votre parti. Moi, j'aimerais comprendre qu'est-ce que vous mettiez dans ce slogan, parce que avoir l'allure des choses, aujourd'hui nous pouvons nous retrouver avec le multipartisme qui a certaines limites. On peut citer plusieurs partis politiques qui sont à l'Assemblée nationale à ce jour, mais qui ne donnent pas de résultats probants dans l'assiette des Togolais. Ça voudra dire que le multipartisme a nuit gravement à la vie des Togolais. Et on pourrait aussi dire que votre slogan est d'actualité ce jour. Donc, c'est de savoir que mettiez-vous dans ce slogan démocratie d'abord, petit multipartisme après. Bien. Et seconde préoccupation, pour finir, vous venez de lancer une semaine noire.
c'est-à-dire que les Togolais portent ou bien s'habillent en noir pour démontrer la vie chère. J'aimerais savoir quel travail de terrain avez-vous fait pour que cet avis ne soit pas un feu de paille. Merci. Bien, merci. C'est toujours bien de faire des directs, puisque derrière, on écoutait ce coq qui chantait et qui accompagnait notre ami en même temps à l'antenne. Ouais. Sur la première question, vous avez répondu d'une certaine manière avant, mais vous pouvez brièvement reprendre pour nous. Non, on a juste très rapidement fait le constat qu'il y avait déjà un début de résistance. Des forces de l'inertie, des forces conservatrices. Et on s'est dit, face à cette résistance-là, ce qu'il aurait fallu, c'est que les forces démocratiques restent aussi unies et défendent les principes de base de la démocratie. Or, c'est vrai que le multipartisme est une composante de la démocratie, mais le régime ayant rapidement découvert que ce multipartisme, sans les autres principes de base, portait en lui le germe de la division et qu'il pouvait utiliser le multipartisme pour diviser les forces démocratiques, en a abusé. Et nous, on avait vu très tôt les inconvénients et on s'est dit, mon Dieu, nous aurions dû même ne pas insister sur le multipartisme à l'époque, mais aller à d'autres fondamentaux de la démocratie, tels que le principe que les citoyens puissent choisir librement leurs dirigeants, qu'il y ait véritablement liberté d'expression, que les droits humains fondamentaux soient respectés et tout, parce que le régime ne voulait pas de tout ça, eh bien, il s'est saisi de ce multipartisme-là qui impliquait qu'il y ait plusieurs acteurs, une diversité. Mais madame, il n'y a pas que le multipartisme depuis 30 ans. Il y a par exemple plusieurs journaux. C'est en contradictoire avec, ou en contradiction avec le temps du parti unique. Il y a aussi, par exemple, des consultations électorales. Ça ne se faisait pas au temps du parti unique. C'est vrai que sur les consultations électorales, vous avez votre liberté de dire que ce n'est pas ce que vous voulez, mais il y a ça au moins dans notre pays. Oui, il y a plusieurs journaux. Mais vous êtes mieux placé que moi pour savoir comment vous vous battez pour garder la liberté de dire ce que vous voulez dire, ce que vous voyez et apporter votre contribution au développement de notre pays. Vous êtes mieux placé, aussi bien placé que moi pour savoir qu'on n'a jamais organisé des élections à la satisfaction des Togolais et des élections qui répondent aux normes on s'était entendu que la démocratie était un combat et qu'il faudrait se battre tous les jours. Deuxième partie de la question sur la semaine noire. En réalité, ce n'est pas votre idée cette semaine noire. On a parlé des femmes. On a parlé des femmes pyramides. Mais la curiosité, c'est que vous vous retrouvez également là-bas. Les Togolais ne comprennent pas. Certains parlent carrément de récupération politique. Oh, je pense que ceux qui parlent de récupération politique se sont calmés. On a eu l'occasion d'expliquer ce que nous avons fait en marquant publiquement notre soutien à cette initiative. D'abord, vous vous souviendrez bien que au mois de mars, déjà lors de notre dernière conférence de presse à la DMK, nous avons posé ce problème-là et nous nous étonnions de ce que cette vie chère se manifeste alors que il y a des ressources qui sont mal gérées et aucune initiative pour soulager les citoyens,
au lieu de les soulager, au contraire, on contribue à rendre cette vie chère-là plus pénible par les décisions qu'on prend. Et nous avons prévenu qu'il fallait que ça cesse. Nous avons appelé les Togolais à prendre leurs responsabilités. Et vous le savez aussi à la DMK, que nous sommes convaincus que notre mouvement pour arriver à faire en sorte que les Togolais soient dirigés par une équipe qu'ils ont choisie, soit dirigée par un homme qu'ils ont choisi, eh bien, ce mouvement, cette bataille-là, ne peut être qu'une bataille menée dans un cadre de mouvement citoyen. Et nous encourageons donc, les Togolais les initiatives, à porter le noir. Les initiatives que les Togolais voulaient prendre, hein, c'est tout naturellement que nous nous félicitons de ce que un groupe de femmes ait pris cette initiative-là, juste de dire, mais qu'est-ce qui se passe? On n'en peut plus. De porter le noir. On n'en peut plus. Portons le noir, puisqu'on a fermé toutes les autres opportunités. Portons le noir. Donc, c'est juste de porter le noir. Pour qu'on voit que nous sommes nombreux à ne plus pouvoir soutenir, à ne plus pouvoir supporter ce qui se passe. Et donc, moi, je le ferai. Donc, vous porterez le noir demain? Les Togolais, bien sûr, j'invite les Togolais. Je sais que nous sommes tous concernés. Ce n'est pas une question d'appartenance politique. Parce que la vie chère, quand vous allez demander le prix du bol de maïs, on ne vous donne pas un prix différent selon que vous êtes du NIR ou de la CDPA ou d'un autre pays. Nous parlions de la conférence nationale. On revient à la conférence nationale, puisque la conférence nationale était partie du Bénin il y a quelques mois, à la célébration du 30e anniversaire de la conférence nationale au Bénin. Plusieurs manifestations officielles avaient été organisées. Au Togo, ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est la preuve que la conférence nationale du Togo a été un échec? C'est la preuve que nous sommes toujours en difficulté. C'est la preuve que nous sommes toujours en difficulté et que nous avons reculé. Les acquis de la conférence nationale souveraine ne se sont pas concrétisés. Il y a eu d'énormes reculs et on est encore en train de se battre pour que les Togolais vivent dans une société libre, démocratique et prospère. C'est une expression que j'emprunte au général Eyadema. Oui. Et ça peut expliquer qu'on n'éprouve pas le besoin de célébrer. Moi, je voudrais vous féliciter et vous remercier de rappeler à toute la nation que il y a 30 ans, on a vécu des moments historiques. Et ces moments n'étaient pas censés faire du mal à qui que ce soit. Au contraire, c'était censé nous permettre de nous retrouver dans une société où il fera bon vivre. Et nous continuons tous d'aspirer à cet objectif-là. Ce que je voudrais dire, c'est que nous devrons nous ressaisir. Nous devrons nous ressaisir à ce 30e anniversaire parce que c'est un échec pour tout le monde. C'est un échec pour tout le monde, quel que soit le côté auquel on se trouve. Et nous devons tous nous dire, il est temps. Il est temps de nous asseoir pour régler les problèmes fondamentaux. Il n'y a pas de faux fuyant qui puisse tenir. Ça n'ira pas loin. On a écouté une partie de la salle il y a un instant et on va vous demander, vous qui avez pris part à toute cette conférence, elle a duré finalement combien de semaines? Ben, 8 semaines au moins. Elle a duré oui. Plus d'un mois. Oui. Donc, sans doute qu'il y a plein d'anecdotes autour de cette conférence. Est-ce que vous voudrez bien nous rappeler certaines? Attendez, au tout début, il y en a une aussi qui a fait rire tout le monde. Je crois que c'était lorsqu'un délégué
avait fait observer qu'il y avait des dysfonctionnements dans la transmission des débats de la conférence. Vous savez qu'à l'époque, on avait pris des dispositions pour que tous les Togolais de leur domicile puissent suivre les travaux de la conférence. Mais il y avait des résistances et à un moment donné, un délégué a fait observer que les travaux n'étaient pas transmis. Et donc, le ministre de l'Information, à l'époque, M. Johnson, je crois, qui était là, et quand la question s'est posée, eh ben, on l'a interpellé pour que, en tant qu'autorité en charge de l'information et de la communication, qu'il puisse nous dire pourquoi ce dysfonctionnement. Alors, vous imaginez pas, il a répondu que, bon, lui, il a donné les instructions qu'il fallait, hein, il n'en est pour rien. Et puis il finit en disant, vous savez, c'est les habitudes de la maison. Et tout le monde en a rigolé. Et en fait, ça symbolisait un peu les résistances qu'il y avait déjà et le fait que la machine qui était en place avait du mal un peu à prendre le virage, le nouveau virage hein, que postulait la Conférence nationale souveraine. Est-ce que vous en avez d'autres? Il y en a beaucoup. Une deuxième? Il y en a une que tout le monde connaît, c'est l'anecdote de Abilibou au Kandapéou, où on discutait des violations hein, de droits de l'homme massives qu'il y avait. Alors là, le bureau définitif était déjà installé, donc c'était Monseigneur qui conduisait les travaux. Et on avait besoin de témoignages sur les violations qui étaient alléguées dans une localité symbolique dont j'oublie le nom. À propos de la faune? À Gombio. Ah. À Gombio, voilà. Donc à propos de la prison, là. Oui, oui. Et donc, il était question que des délégués témoignent. Et un des délégués s'appelait Abiloubou au Kandapéou. Alors, Monseigneur qui dit, Monsieur Abilibou, on lui répond qu'il n'est pas dans la salle. Et il dit, si Abilibou n'est pas là au Kandapéou, il n'a qu'à venir. Ben, écoutez, c'était ce qu'il faut regretter. C'est que tous les efforts, parce que pourtant le bureau avait déployé beaucoup d'efforts. Je me souviens que les discussions, les travaux ont même été suspendus. Le bureau, avec Monseigneur à sa tête, a dû se déplacer pour aller voir le général Eyadema, et lui expliquer les choses et obtenir que, bon, qu'il s'associe mieux et qu'il facilite les choses. Mais ce qui est regrettable, c'est que finalement, cette adhésion totale-là n'ait pas été obtenue. Si c'est à refaire. Et c'est ça qui a créé... Si c'est à refaire, comment vous la referiez, cette conférence? Comment on la referait? Peut-être en travaillant mieux les dossiers, et peut-être en réglementant mieux la prise de parole. Parce qu'en réalité, il y a eu comment dirais-je, des délégués qui avaient eu des comportements et des propos excessifs. Ça, on ne pouvait l'éviter, mais il s'est fait que les cibles, les acteurs ciblés, touchés par ces propos, avaient pris tout ça sur eux et ont adapté en fonction leur comportement. Alors que ce qui se disait par les gens individuellement n'engageait pas forcément la conférence. Les gens ont parlé librement, mais
c'est ce qui faisait consensus qui a été adopté finalement comme décision de la conférence. Est-ce qu'on peut faire autrement que de mettre, quand un pays se trouve en situation de crise, de mettre les forces vives de la nation ensemble pour qu'on se parle et qu'on discute des problèmes? En soi, c'est une très bonne chose, c'est un bon principe. Peut-être qu'il faut l'organiser autrement. On va retourner pour une dernière fois là-bas à la salle Fazao. Et je rappelle que quand vous évoquiez le fait que les Togolais de chez eux pouvaient suivre la conférence nationale, ça se faisait sur la télévision nationale. À l'époque, ça s'appelait la RTNM, Radio-Télévision de la Nouvelle Marche. Nous allons écouter un extrait de cette conférence. L'immunité des délégués. Concernant l'immunité, la liberté d'expression et de mouvement est garantie à tous les délégués pour autant qu'elle ne porte pas atteinte à la dignité et ou à la vie privée des citoyens, conformément à l'article 6 du règlement intérieur de la conférence nationale. À cet égard, le président de la conférence appréciera et mettra en œuvre tous ses pouvoirs et responsabilités pour assurer un haut niveau et une dignité nécessaire au débat. D'information, Monsieur le Président. Point d'information, Monsieur le Président. Bien accordé. Maître Degli, je voudrais dire ceci. À la suite de l'intervention qui vient d'être faite par Monsieur Abodan, je voudrais faire remarquer que le texte que nous venons de lire fait partie simplement d'un communiqué de presse n'ayant aucune valeur juridique. Le communiqué de presse n'ayant aucune valeur juridique ne peut nullement empêcher la conférence nationale de supprimer l'article 6 de ce règlement intérieur. Je vous remercie. Monsieur Pueglo a la parole. Point d'information. Nous ne pouvons pas aller de point d'information en point d'information. Nous avons une liste qui court, nous la suivons. Monsieur Pueglo. Merci. Monsieur Pueglo de l'ADR. Je disais, est-ce qu'on ne peut pas prévoir au niveau de l'Assemblée plénière, si l'Assemblée plénière peut faire appel à toute personne extérieure susceptible d'apporter des informations pouvant l'éclairer sur certains sujets contenus dans l'ordre du jour. Je ne sais pas si c'est ici qu'on doit le faire ou ce sera un acte que la conférence nationale prendra après l'installation du présidium. Merci. Monsieur Sewa, Maître Sewa, votre intervention concerne-t-elle l'article 6? Non, pas nécessairement, mais je voulais faire une proposition d'autre pratique. Je pense que tout à l'heure, il y a quelques minutes, il y a un petit incident au sujet de 2 noms de famille. J'aimerais bien proposer que pour éviter tout embouteillage entre noms de famille, tout délégué qui prenait la parole veillerait à ajouter son prénom pour que les noms à Javon, mais ses compagnies ne le donnent pas. Ne donnent pas des confusions. On a compris, oui, c'était la salle Fazao de l'hôtel de Février. Madame, en quelques secondes pour clôturer cette émission. Je clôturerai tout simplement en regrettant que nous en soyons 30 ans après à devoir nous battre. Mais je lancerai un appel pour que nous tous nous ressaisissions, pour que les citoyens puissent assumer leurs responsabilités et commencer par les assumer en participant massivement à l'appel des femmes, du groupe des femmes pyramides qui nous appellent à nous habiller en noir. Je crois que nous avons besoin, quand les choses ne vont pas, de dire non, ça ne va pas. Bien, ça fait partie de la lutte. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Brigitte Adjamabo-Johnson. Merci d'être venue. Cette émission, elle s'achève. Elle a été consacrée à la conférence nationale, les 30 ans. Et c'est une série qui va se poursuivre dimanche prochain avec d'autres acteurs.
Boga Koudoyo, merci d'être resté à la technique. Je suis Pierre Ouatiogbe. Au revoir.